Merci, merci. C'est vrai, j'étais dans l'équipe de ski britannique. Et la dernière fois que j'étais ici à Québec, c'est pour une compétition de ski à Lac Beauport, qui est maintenant fameux en Angleterre pour être c'était la compétition la plus froide que j'ai jamais eu. How do you say, the misfortune. Même nos skis, il s'est cassé parce qu'il faisait tellement froid. Alors maintenant, c'est pas grave. Les -20, c'est normal, c'est tranquille. Alors, je vais essayer de faire ma présentation en français, mais il faut comprendre que moi, j'ai appris en français sur les pistes de Val d'Isère, de Lac-Beauport, de Mont-Gabriel. C'est-à-dire que c'est un peu difficile pour moi. Si c'est trop difficile, je vais changer en anglais. Mais bon, ce que je veux faire, c'est peut-être parler un peu des tendances, disons, un peu plus globales en ce qui concerne les transitions, pas seulement l'énergie renouvelable, c'est-à-dire c'est plutôt les énergies en total, mais aussi un peu le transport, parce que ce qu'on a vu pendant les 10 dernières années, c'est une transformation euh, qui, est, qui est complètement claire maintenant en ce qui concerne l'électricité. Et ce qui s'est passé à Paris, le Paris Agreement, a été, ça a été possible à cause de cette transformation que maintenant nous comprenons un peu. C'est le solaire, le vent, efficacité énergétique un peu aussi, un peu smart grid pour gérer tout ça. C'est un peu bien, plus ou moins mieux compris maintenant. Et pour ça, ça a été plus facile de faire un deal à Paris qu'à Copenhague. Mais si on va faire quelque chose de plus, si ça continue, COP, dans les prochains COP, COP 20, ça a été COP 21, mais maintenant, ils vont revenir en 5 ans ou 10 ans pour faire des commitments encore plus grands. À mon avis, ça va venir à cause d'une transformation qui va commencer vraiment en ce qui concerne le transport. Alors, d'abord, Bloomberg New Energy Finance, comme on dit, there's a clue in the name, Bloomberg, it's financial information. Je vais commencer avec les finances. Ce qu'on a vu en 2015, c'est un investissement en ce qu'on peut nommer clean energy. On peut dire clean energy, mais il y a plusieurs définitions. Mais ici, c'est l'énergie renouvelable, mais aussi stockage, efficacité énergétique, carbon capture and storage. Mais il faut dire que ici, ce qu'on voit, c'est seulement les investissements que nous voyons, nous pouvons voir comme analystes de finances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements chaque fois qu'il y a un bâtiment qui est une renouvelation d'un bâtiment. On peut dire que c'est energy investment quand ils font l'isolation, mais ça, c'est pas dans ces chiffres. Ça, c'est les investissements, les chiffres que nous voyons avec notre équipe d'analystes. Et on voit bien sûr la croissance d'investissement. D'abord, quand j'ai créé New Energy Finance, c'est un chiffre de à peu près 60 milliards de dollars. Maintenant, on a vu après la croissance 320 000 en 2011. Et puis, on peut voir clairement, c'est une stagnation. Il y avait 2 ans où c'est diminué. Et puis, euh, les 2 dernières années, ça a recommencé à une croissance. Et maintenant, 2015, c'est un record. Et on peut faire la comparaison avec les prix de l'huile, on dit l'huile, de pétrole. Euh, et en fin d'année 2014, quand on a vu euh, cette chute de prix, il y a beaucoup de personnes m'ont dit, ah, maintenant, on va voir que l'investissement en tout ce qui concerne le renouvelable, ça va arrêter complètement parce que c'est impossible avec les prix de pétrole bas qu'on voit maintenant. Mais c'est vraiment incroyable qu'on a eu maintenant en 2015 un nouvel record en ce qui concerne l'investissement. Et bon, bien sûr, c'est difficile contre les prix qu'on voit maintenant, les 30 dollars pour pétrole et aussi les prix bas de gaz naturel. Ça, c'est
c'est encore plus important parce que les renouvelables, pour la plupart, la compétition, c'est avec le gaz. C'est dans les marchés d'électricité et pas le marché de transport de l'huile. Mais quand même, un record, c'est très impressionnant. Ça change un peu la mentalité. Euh, Comparaison renewables contre fossiles. Maintenant, ça c'est capacité de génération dans le système électrique partout dans le monde. Les 2 dernières années, on a vu une flip. Et maintenant, c'est les énergies renouvelables où on voit plus d'investissement que l'énergie fossile. Et moi, j'utilise cette chart, ces chiffres-là, pour demander à tout le monde, il faut plus parler de alternative energy. Le mot alternative, ça c'est vraiment le ancient history maintenant. Parce que si on est un utility ou un independent power producer, la plupart de ce qu'on achète, la plupart de ce qu'on connecte au réseau électrique maintenant, c'est renouvelable. Alors il faut vraiment changer la mentalité partout, même pas seulement pour les gens qui sont dans cette industrie ici, mais pour les commentateurs business plus général. Il faut dire non, c'est pas alternative. Il faut jamais utiliser le mot. Il faut toujours dire, si quelqu'un l'utilise, il faut toujours dire non, attends, c'est pas alternative. On peut dire clean, on peut dire renewable, n'importe quoi, mais pas alternative. Si on regarde qu'est-ce qui se passe dans les pays moins développés, l'année passée, ils ont vu plus d'investissements que dans l'OECD. Bien sûr, la Chine est très importante. La Chine a vu 110 milliards de dollars de tous les 330 milliards. Un tiers, c'était en Chine. Mais quand même, ce que nous voyons, et nous avons des équipes qui contrôlent ça un peu partout, mais ce qu'on voit, c'est Chili, Maroc, Kenya, Afrique du Sud, Thaïlande, Jordan. Il y a beaucoup de pays en développement où les prix d'électricité sont très élevés. Les prix wholesale en Jordanie sont, je crois que c'est 23 cents per kilowatt-hour. Et maintenant, avec les coûts de vent, d'éolien, énergie éolienne, ça vaut la peine de l'installer, même s'il n'y a pas de mécanisme de support très sophistiqué, blablabla. C'est seulement à cause des coûts maintenant de ces technologies qu'ils investissent, qu'ils construisent un peu partout. Ce qu'on voit aussi, encore une grande tendance que nous avons analysée beaucoup, c'est la tendance des sociétés de construire ou d'utiliser les énergies renouvelables leur-même. Ça a commencé il y a quelques années avec des sociétés financières comme ici Bank of America, HSBC, Swiss Re. Ils ont décidé d'aller à 100% renouvelable, ou peut-être pas 100%, mais ils ont fait des investissements importants en l'énergie renouvelable. Mais bon, si on est Commerzbank et on dit on va utiliser que l'énergie renouvelable, c'est pas grand-chose parce que c'est une banque, c'est quelques bâtiments, c'est rien. Mais après ça, c'était les sociétés en médias, software. Maintenant, ça, c'est des sociétés qui ont des server farms. Ils ont un besoin d'énergie plus important et avec une croissance importante. Après, les retailers, fast-moving consumer goods, par exemple, il y a IKEA qui a annoncé qu'ils vont utiliser que l'énergie renouvelable en 2020. Et ça, c'est important. Ça, c'est une société importante qui manufacturing, qui ont des grands espaces de retail, besoin d'énergie très important, et ils vont utiliser que l'énergie renouvelable. Mais peut-être encore plus important, plus intéressant, c'est les derniers deux, c'est les constructeurs, les manufacturers, et aussi des sociétés, je ne sais pas comment on dit en français, sur les pistes de Val d'Isère, on n'a pas parlé de extractive industries,
Mais les sociétés de primary industries extractive, par exemple Dow Chemical, eux, ils construisent des parcs éoliens. Pourquoi? Parce que les prix, les coûts de la technologie sont intéressants et ça fonctionne comme hedging contre Dow Chemical. C'est le plus grand acheteur de gaz naturel dans le monde. Mais ils peuvent, euh, avec une partie de leurs besoins énergétiques, maintenant, c'est renouvelable, et ça leur aide à contrôler les coûts et la volatilité des coûts aussi. Donc, si on regarde un peu les pays, j'ai dit que la Chine, c'est le pays le plus important avec 110 milliards de dollars. Ça, c'est quarterly. On peut voir la ligne, c'est annualized. Ça, c'est l'Europe. On a vraiment des problèmes en Europe. Pas, bien sûr, seulement en ce qui concerne l'énergie renouvelable, mais on voit exactement, il y avait la crise financière ou financial crisis, et puis fiscal. D'abord, ils ont essayé de lancer des green stimulus programs. On voit qu'en 2008, ils ont continué, l'investissement a continué bien. Mais 2011, quand le deuxième round, le second round du crise fiscale, ça a commencé en Grèce, mais c'était un peu partout. On voit qu'ils n'ont pas pu continuer ce niveau d'investissement. Même Allemagne, où on voit bien sûr le Energiewende, la transformation énergétique, là, c'est un peu peut-être plutôt une question de what do you call it? Saturation. Ils ont construit bien sûr beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, et maintenant ça va moins vite et beaucoup moins cher, et pour ça les chiffres d'investissement sont en baisse. Ça, c'est les États-Unis. Là, il y a toujours des problèmes les politiques, surtout investment tax credit, production tax credit, on again, off again, ils arrêtent, ils les prolongent, et on voit cette volatilité. Mais maintenant, je crois que c'est possible de voir dans les chiffres aussi le cycle politique. Chaque fois qu'il y a l'élection, il y a tant de insécurité ou de uncertainty qu'on voit peut-être, c'est peut-être comme ça. Alors il faut penser maintenant, quand on regarde le futur président Trump, qu'est-ce qui va se passer avec cette petite ligne orange. C'est même difficile de dire président Trump. Mais bon, avant-hier, aux États-Unis, ils ont décidé le Cour suprême a décidé non pas d'annuler, mais d'arrêter le progrès sur le Clean Power Plan. Et j'ai eu beaucoup de questions sur ça hier soir. Alors, nos analyses disent que ça, c'est pas le pire. Ça donne l'air d'être une catastrophe. Clean Power Plan, c'est bien sûr quelque chose de très important en long terme, mais ce qui a été décidé avant-hier, ce n'est pas annulation du plan, c'est un stay of execution. C'est vraiment seulement une pause. How do you say pause? Une pause. Mais le plus important, c'est que en ce qui concerne éolien, l'année passée, au mois de décembre, ils ont prolongé la politique du production tax credit pour les prochaines 5 années. Et ça a été très, très, très important. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on aurait vu en investissement ou en construction. Je crois qu'il ne dit pas que ça, c'est les gigawatts. On aurait vu vraiment une réduction très importante en installation, en gigawatts d'éolien. Mais dès qu'ils ont prolongé le production tax credit, on voit qu'ils vont continuer à installer
éolien. Même ça n'a rien à faire avec le Clean Power Plan. Pour photovoltaïque ou solaire, c'est la même chose. Ça, c'est pas 2016, le problème, ça aurait été 2017, mais la prolongation du Investment Tax Credit a évité vraiment une chute du niveau d'investissement, niveau de construction très, très important. Alors, ce qu'on va voir, c'est la différence pour les deux ensemble, éolien, photovoltaïque, ça fait une différence de à peu près 40 gigawatts de capacité qui vont être construits, qui n'auraient pas été construits sans ces prolongations. Ça, c'est beaucoup plus important que le Clean Power Plan en short, medium, court et medium terme, et peut-être même en long terme. Le Clean Power Plan, ce n'est pas tout à fait clair que ça augmente tout ce qui va se passer en ce qui concerne le retirement, la closure la fermeture de coal, de carbone ou charbon? Non, charbon, les centrales charbon. Alors, on voit clairement, à cause des prix de renouvelables, aussi de gaz, une tendance contre les centrales charbon aux États-Unis, même sans le Clean Power Plan. Bon, bien sûr, pour les signaux, pour to signal to industry, to investors, c'est très important d'avoir un framework comme Clean Power Plan. Mais dans les détails de ce qu'on construit en capacité de génération, pas une grande différence. C'est pas une catastrophe. Bien sûr, ça va durer maintenant 2 années pour que le Cour suprême considère tous les arguments, c'est ça. Mais je crois que nos analystes, et les analystes surtout du White House, ont confiance que ça va continuer. Ça va pas être annulé. Mais quand même, c'est pas good news, il faut dire. Là, on voit exactement ça, c'est les analyses où le bleu, c'est les émissions totales, le vert, c'est les émissions qui sont dans le Clean Power Plan. Et ce qu'on voit, c'est que notre forecast, prévision pour le vert, c'est toujours plus bas que les limites du Clean Power Plan. OK, Canada. Canada a été déjà un marché important pour l'investissement dans les énergies renouvelables. Je crois que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. 6-7 milliards de dollars par année, mais l'année passée, seulement les 4 milliards. Alors, il faut dire que c'est pas dans le territoire record ici en Canada. C'est peut-être... moi, je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est peut-être mieux si vous me l'expliquez. Mais c'est un marché important, disons, entre les 10 marchés plus grands du monde, même l'année passée. Et bon, il faut espérer qu'on voit une croissance encore après 2015. Cette tendance direction vers les énergies renouvelables a apparu vraiment très très vite sur le scène de l'énergie. Ça, c'est les prévisions du International Energy Agency. Et ce qu'on voit à gauche, c'est éolien, à droite solaire. Chaque fois qu'ils ont fait une prévision, le outturn, la vérité après le outturn, a été plus qu'ils ont prévu. Et très vite, après 1 ou 2 ans, c'est vraiment une différence importante. Là, j'ajoute encore 2 années, et vous voyez que ça continue même jusqu'à maintenant. Même nous avons beaucoup de confiance en les chutes de prix, nous avons beaucoup de connaissances de qu'est-ce que font les investisseurs, les producteurs et tout ça. Même nous n'avons pas été assez agressifs dans nos prévisions pour le vent et le solaire. Et il y a beaucoup de
de raisons pour ça. C'est la chute des prix qui a été plus vite que nous avons prévu à cause peut-être de la Chine ou n'importe quoi. Mais aussi parce que c'est aussi vite construire un réseau, un central éolien ou photovoltaïque est beaucoup plus vite que construire quelque chose pour gaz ou charbon. Et ça, c'est très important. Ça, je crois que nous n'avons pas tout à fait compris, surtout dans les pays en développement. C'est important. Il ne faut pas attendre 5 années pour avoir de l'électricité. Il faut faire quelque chose de vite. Et ça aussi, ça aide ces technologies renouvelables. Bien sûr, une autre raison pourquoi nous avons tous investi tellement en les énergies renouvelables, c'est le pape. There's an urgent need to develop sources of renewable energy. Malheureusement, il a écrit en italien et anglais, pas en latin, parce que j'aurais voulu apprendre le latin pour les énergies renouvelables. Mais c'est pas vraiment ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est tout à fait mainstream. C'est plus alternative et c'est bien compris par tout le monde, même le pape qui n'est pas connu pour ses analyses de l'énergie. He's not a client of Bloomberg New Energy Finance yet, mais même bien sûr, les leaders du G7 l'année passée, ils ont dit à Schloss Elbau que le monde va être décarbonisé complètement avant fin de siècle. Et puis à Paris, bien sûr, même chose. Maintenant, c'est complètement bien compris que ça, c'est la tendance. C'est vers les énergies renouvelables. Mais vraiment, ce qui a changé le jeu complètement, c'est les prix. Maintenant, ça, c'est les prix les plus bas que nous connaissons pour des projets sans subsides, without subsidies, unsubsidized. À Dubaï, début de l'année 2015, 5,8 cents per kilowatt-hour. Bon, c'est un projet un peu spécial parce que c'est the land. Il ne paye pas pour le terrain. Mais quand même, c'est 6 cents solar. C'est impressionnant. Et maintenant, nous voyons 6 cents solar aux États-Unis, en Inde, un peu partout. Et nous attendons les premiers vrais 5 cents solar projects. On va le voir, c'est sûr. Ce n'est pas le prix moyen. Il y a bien sûr des endroits où il y a un peu moins de soleil, par exemple au Canada, où on ne va pas avoir les prix comme ça. Ça va durer quelques années, mais on peut avoir confiance que ça va arriver même ici. Vent éolien, 3 cents. On voit aux États-Unis déjà beaucoup de projets où le Power Purchase Agreement, on voit des contrats moins de 200, mais ça c'est après les subsides, after subsidies. The production tax credit is a couple of 2 cents, 2 cents par kilowatt, c'est-à-dire que aux États-Unis, on voit beaucoup de projets qui sont entre 3 et 4 cents unsubsidized. Ben, c'est bien sûr très important que les énergies renouvelables, à part de geothermal, peut-être un peu biomasse, ils sont intermittents. Intermittent, on peut dire ça? Intermittent. Et ça donne des problèmes. Bien sûr, s'il n'y a pas de soleil pendant la nuit ou pendant l'hiver, s'il n'y a pas de vent, ça donne des problèmes. Problems of intermittency. Mais si on peut acheter l'électricité pour 2 cents, 3, 4, 5 cents, c'est tellement bon marché qu'il faut en acheter quelques gigawatt-hours, terawatt-hours. Chaque utility, on les appelle utilities? Ouais, tous les services publics, ils doivent en acheter, en considérer, parce que on peut en penser comme ça. C'est comme l'électricité, très bon marché des renouvelables, ça vous donne un budget pour gérer le intermittency, l'intermittence de ces réseaux. On a un budget parce qu'on achète l'électricité très bon marché, et puis on pense qu'il faut
faut faire quelque chose pour l'intégrer. Mais bon, on a un budget pour ça maintenant, parce que ça coûte moins cher même que l'électricité de gaz naturel, même aux États-Unis. Ça, c'est les États-Unis. On voit les points, c'est les PPAs, wind entre entre 2 et 3 cents, et le solaire à peu près 5 ou 6 cents. Et ça, c'est après les tax credits. Nous avons fait une très belle analyse parce que partout dans le monde, on voit maintenant que les politiques changent. Ils abandonnent un peu les feed-in tariffs et ils introduisent dans leur place des reverse auctions, des enchères, des appels d'offres. Appels d'offres. Et nous avons analysé toutes les données que nous avons pu trouver pour répondre à la question qu'est-ce qui se passe avec les prix quand on quitte les feed-in tariffs, on introduit les offres. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très important parce que le signal de prix, ça pousse vraiment toute l'industrie, les investisseurs, tout le monde à être compétitif. On voit là, je crois, à gauche, c'est photovoltaïque, à droite, c'est l'éolien. Et après l'introduction des offres, on voit une différence importante, peut-être 20 à 40% normalement. Des fois, ça descend trop et puis on voit une augmentation de prix après 6 mois ou 18 mois. Mais bon, et ça, c'est une tendance. Pour moi, c'est positif. Je crois que c'est peut-être difficile pour les développeurs, pour l'industrie, parce que c'est très, très compétitif, mais c'est stable. Le problème avec les feed-in tariffs, c'est que c'est super. Quand il y a les feed-in tariffs, tout le monde peut faire n'importe quoi, mais après, il y a toujours ce que nous avons vu partout dans le monde. On a vu le hangover. Parce que la croissance est trop, ça utilise trop les budgets, et puis il faut arrêter, et ça fait plus de problèmes que la compétition avec un signal de prix. Alors, je passe maintenant un peu au système énergétique en total, en général. Et ce que nous voyons, c'est que partout, il y a l'énergie très, très bon marché. Ce n'est pas seulement en renouvelable où nous avons vu les prix, la chute de prix importante, c'est partout. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie partout dans le monde, mais la question, c'est comment on peut... how do you capture the client? How do you capture the customer? Il y a beaucoup de compétition pour le client, pour le consommateur. Important aussi, c'est de comprendre qu'il y a maintenant vraiment une decoupling entre la croissance économique partout dans le monde, developed and developing, et l'utilisation d'énergie. Ça, c'est les États-Unis, developed country, bien sûr. En vert, c'est la croissance de l'économie, et en gris, c'est l'utilisation d'énergie. Maintenant, il y a une grande différence qui ouvre. Et ça, on voit même en Chine. Okay? Il y a des chiffres du gouvernement qui sont pas corrects. Ils disent que l'économie a une croissance de 6,9%, électricité 0,5%. Ça, c'est impossible. Mais quand même, il y a une différence de 2, 3, 4% qui ouvre maintenant entre la croissance de l'économie dans plusieurs pays du monde et l'utilisation de l'électricité. Et ça donne bien sûr des problèmes, surtout dans les pays développés, parce qu'il n'y a plus de croissance de demande. There's no more demand growth. Demand growth is great. On peut faire des erreurs, des fautes, mais après quelques années, on utilise tout ce qu'on a construit, c'est pas de problème. Mais quand il n'y a pas de demand growth, c'est une question de où on ferme des centrales de charbon ou de quelque chose, de nucléaire, où on a surcapacité et des prix dans les marchés wholesale qui sont très, très, très bas. Et on voit un peu de tous les deux.
J'utilise Australie comme exemple dans les marchés d'électricité parce que bon, nobody's going to be offended. Mais ça, c'est en 2010, ça c'est la prévision de l'opérateur du réseau électrique. À cette époque, c'était très facile d'être analyste d'électricité parce que bon, c'était toujours augmentation de demande. Mais ça, c'était outturn après 6 mois. Puis en 2011, c'était le outturn et une nouvelle provision. Outturn, nouvelle provision. Outturn, nouvelle provision. 2014, ils ont téléphoné à Guillaume Fouché, qui est mon collègue de Bloomberg New Energy Finance. Ils ont dit, est-ce que Bloomberg New Energy Finance peut nous aider avec les prévisions? Ça, c'est maintenant 2014, mais ça va continuer. Même ça va être trop. Et c'est un peu l'efficacité énergétique, c'est un peu une déindustrialisation qu'on voit en Australie un peu, mais aussi c'est rooftop solar. Parce que ça, c'est le réseau électrique qui ne voit pas l'électricité qu'on utilise soi-même du rooftop. Mais ça, bon, c'est facile de rire, les Australiens, mais ça se passe partout, presque partout. Il y a plusieurs États aux États-Unis où on voit ça, la Californie, partout où il y a beaucoup de soleil, surtout, on va voir ça. Et ça fait une grande différence. La différence pour 2020, entre ce qu'ils ont dit en 2010, c'est-à-dire il y a 6 ans, et ce qu'ils disent maintenant, la prévision de maintenant, c'est une différence de 25%. Si le réseau électrique investit pour une demande comme ça, et ce qu'ils voient, c'est ça, c'est a huge overinvestment. Ça risque des milliards de dollars de surinvestissement. Ou investissement dans in the wrong things, parce que on a beaucoup besoin de smart grid, mais ce qu'on a, on a investi pour créer la capacité qu'on n'utilise pas. Nos prévisions, j'ai dit que même nous n'étions pas aussi agressifs que we were not aggressive enough. Mais en ce qui concerne demande, pour finir, tous les grandes prévisions de tous les analystes, IEA, EIA, BP, blablabla, ils ont tous cette forme qu'il n'y a que croissance en demande pour énergie. C'est une croissance garantie. Mais nous voyons la demande, une croissance, mais pas aussi importante. La différence à peu près 20% entre les plus, disons, les plus traditionnels et nous. Il y a aussi, bien sûr, supply side, ça c'est les prix de gaz. Nous connaissons, je crois tous, qu'il y a eu une révolution aux États-Unis, shale gas, gaz de schiste, qui est très bon marché, $2 par million BTU. Ce qu'on voit maintenant, c'est que ces prix très bas de gaz, ou pas peut-être aussi bas, mais une chute de prix de gaz, on le voit maintenant en Europe, ça c'est le bleu au milieu, et en Asie aussi. C'est à cause de plusieurs choses. Bien sûr, la croissance, le manque de croissance en Chine a été très important, mais c'était peut-être plutôt une catalyste, parce que ce qu'on a aussi vu, c'est un investissement important dans LNG. Même, pas seulement LNG, même les pipelines en Inde, Chine, en Asie, même en Europe. Et ça change beaucoup la dynamique des prix dans les marchés de gaz. Et je crois qu'on va plus avoir ces grandes différences entre l'Asie et les États-Unis où on dit on va réindustrialiser les États-Unis à cause des prix de gaz naturel en Asie. Ça, c'est pas quelque chose, that's not the future. Ça, c'est charbon, coal. C'est les prix, une réduction importante parce que partout dans le monde, il y a vraiment, dans les grands marchés, il n'y a que maintenant l'Inde qui parle d'une industrialisation importante
basés sur la charbon. À part de ça, partout en Chine, en Europe, maintenant, même les Allemands, ils ont décidé, ouais, il faut vraiment faire quelque chose contre la croissance de charbon qu'ils ont vue à cause de la fermeture des centrales nucléaires. Partout dans le monde, on voit cette tendance contre charbon et les prix, c'est pas, it's not surprising, on voit une chute de prix. Et ça a été très important et très pénible pour les sociétés de charbon aux États-Unis, un peu partout. Patriot Coal, Boomi, James River, bankrupt. Walter Energy, bankrupt. Alpha, moi j'aime bien ça. We fuel progress around the world. Ils ont essayé de faire une promotion. C'est charbon qui va aider les pays en développement de se développer. We fuel progress, well, not anymore. Et puis, cette année déjà, Arch Coal, une des plus grandes sociétés de charbon aux États-Unis, also bankrupt. Il y a peut-être maintenant que Peabody, entre les vrais leaders en charbon, qui essayent de survivre. Ça, c'est un index de stock market index pour les equities. Les actions des producteurs de charbon, coal extraction companies. On parle beaucoup de divestment movement. Normalement, it's against coal, c'est contre charbon, mais ça c'est le divestissement par divestment through value destruction. C'est pas la peine de vendre les actions de ces sociétés parce que le divestment happens by itself. These are auto-divesting companies. Ça, c'est le pétrole et gaz, et ça, c'est clean energy. On voit vraiment, pour les investisseurs partout dans le monde, cette transformation de leur portefeuille où ils éliminent, où la charbon s'élimine soi-même et la taille clean energy augmente. Mais il faut dire aussi que tout le secteur énergétique a eu, dans cette période-là, c'est de 2013 à maintenant, a vu, how do you say, they've underperformed the stock market average. Alors, ce n'était pas une période positive pour l'énergie, même pour clean energy. Mais surtout, clean energy, c'était beaucoup mieux que pétrole, gaz ou surtout charbon. Nucléaire, la seule exception, quand je dis que c'est the age of plenty of cheap energy, la seule exception, c'est si on veut construire des centrales nucléaires, des nouvelles. Ça, c'est Hinkley. Moi, je suis sur Twitter et ça a été mon tweet plus, je ne sais pas comment on dit en français, retweeté. Ça, c'est une image de Hinkley C, notre centrale nucléaire qu'ils veulent construire pour 24 milliards de livres, 40 milliards de dollars pour 3,2 gigawatts. C'est le centrale plus cher dans l'histoire du monde, peut-être de l'univers, on n'est pas sûr, mais... Bon. Mais en ce qui concerne les renouvelables, c'est le thème de cette congrès, nous voyons une croissance à peu près 50% plus agressive que les prévisions the International Energy Agency New Policy Scenario. C'est un scénario de base pour l'Agence internationale énergétique. Et nous sommes au-dessus de ça, 50% jusqu'à 2040. Ça, ces prévisions, nous le referons chaque année. Ça s'appelle NEO, New Energy Outlook, parce qu'il y a WEO, World Energy Outlook, du IEA, et puis nous faisons notre NEO, nous sommes en train de le refaire, et je crois que nous allons
être encore plus agressif, même contre les très bas, les prix de gaz naturel très bas, parce que les prix d'éolien et solaire se baissent aussi très très vite. Mais ce qu'on voit, c'est la demande à peu près 20% moins grande que les autres analystes et le supply, la prévision d'énergie renouvelable à peu près 50% plus grande. C'est-à-dire que le structure du prévision, the structure of supply, the structure of the grid va être complètement différent en 2040 que maintenant. Ça, c'est les chiffres que vous voyez, c'est le pourcentage d'énergie renouvelable intermittent. Dans quelques pays dans le monde, je m'excuse, je n'ai pas fait Canada, ça manque, mais ce qu'on voit déjà, c'est que l'Allemagne a 16% d'énergie renouvelable intermittent, maintenant, c'est le record. Les États-Unis, 4%, je crois qu'ici, ça doit être 2 à 4%, c'est très peu, parce que vous avez beaucoup de hydro, mais pas tant de solaire et de vent. Mais si on regarde 2040, c'est complètement différent. Germany, 76%, même Grande-Bretagne, 63%, les États-Unis, 24%, ok, bon, beaucoup de nucléaire et de gaz, bien sûr. Mais ici, ça ne va pas être beaucoup différent. Ça va être à peu près comme les États-Unis. Bien sûr, beaucoup de hydro, mais aussi beaucoup d'énergie renouvelable et intermittente. Et le Pope, notre expert, il dit que ça veut dire qu'il va falloir utiliser plus de stockage, mais les technologies de stockage au niveau du réseau électrique n'est pas tellement bien développée, et c'est vrai. Mais j'ai un autre expert, c'est M. Boris Schucht, qui gère le réseau électrique dans l'Est d'Allemagne. L'Est, c'est former East Germany, qui est, j'accepte que c'est très bien connecté avec Pologne, avec les autres régions d'Allemagne, avec Danemark, avec Norvège, avec la France. Ok, c'est peut-être un peu plus facile pour lui. Mais ce que lui, il dit, c'est ne me donnez pas stockage. J'en ai pas besoin jusqu'à le point où j'arrive à 70% intermittency. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne intermittency, l'important c'est qu'il y a plusieurs approches technologiques qu'on peut utiliser. C'est pas seulement c'est intermittent, so we need storage. Et le stockage, c'est même pas les batteries. Quand on parle de stockage, on peut faire un stockage thermique, un stockage chimique. Chimique. Mais il faut toujours d'abord commencer avec l'efficacité énergétique. D'abord, on réduit la taille du problème. Il faut toujours faire efficacité énergétique. Et puis, il y a forecasting, les prévisions, weather forecasting, power production forecasting et demand management. Parce que ça, c'est du software. Software, ça coûte moins cher que hardware. Bits are always cheaper than kit. Et on peut faire beaucoup, beaucoup plus en demand management. Et ici, en Canada, en Québec, l'intéressant, c'est d'utiliser le demand management et, bien sûr, le stockage qui existe dans le réseau hydro. Markets and interconnections, c'est ça que Boris utilise beaucoup pour faire un balancing. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a maintenant un marché chaque demi-heure, supply and demand matching. Il veut introduire 15 minutes, et puis 10 minutes, 5 minutes, pour faire un balancing toujours plus précis. Puis stockage and backup. Je voulais parler un peu de transport, parce que transport va jouer, je crois, un rôle très important
même dans les énergies renouvelables, parce que si on aura beaucoup de véhicules électriques, ça donne aussi l'opportunité d'utiliser plus d'énergie renouvelable intermittent. C'est peut-être ici où vous avez un réseau très important hydro, c'est pas peut-être le chose, mais vous achetez en Québec tout le pétrole et ça coûte, vous avez l'électricité très bon marché à cause de hydro, mais vous achetez pétrole. Et ça, économiquement, that seems strange to me. Bon. Les véhicules électriques, maintenant, c'est un peu, on en parle beaucoup, mais la vérité, c'est ça. Ça, c'est la taille pas du marché, the park of vehicles, tous les véhicules qui existent, qui sont en utilisation dans le monde, internal combustion. Et ça, c'est les véhicules électriques, drawn to scale. Je voulais même faire un petit croquis de Elon Musk à côté de son Tesla là-bas. Mais ça, c'est la vérité maintenant. Alors, si vous croyez que bon, les véhicules électriques, maintenant déjà, on peut les utiliser pour demand management, forget it. Peut-être un tout petit peu au Canada ou en Norvège. Mais à part de ça, c'est rien. Ils sont invisible. Mais quand même, nous sommes très bullish, très positifs. À cause de ça, une grande partie de notre travail, c'est une prévision des coûts des différentes technologies. Nous faisons bien sûr photovoltaïque, chaque étape de la construction d'un module photovoltaïque, les turbines éoliennes, même des autres choses, smart meters, etc. Mais ça, c'est au-dessus, c'est photovoltaïque. En bas, c'est les batteries véhicules, electric vehicle batteries. Il y a, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, experience curve, c'est une autre chose qu'on n'a pas discuté sur les pistes de Val d'Isère. Mais les batteries électriques vont bénéficier d'un experience curve dans la région 15 à 20%, c'est-à-dire que chaque fois qu'on double le volume accumulé de production, cumulatif de production, on va voir une réduction de à peu près 15 à 20% dans les prix des batteries. L'année passée, nous avons noté une réduction de 35%. Cette année, ça va être peut-être 10%, peut-être 15%. Mais dans 2017, les gigafactories vont commencer. Ça veut dire qu'on aura une surcapacité énorme dans les marchés. On va voir des prix en chute importante, encore une fois. Et ce que ça va donner, c'est des véhicules qui vont être vraiment les breakthrough vehicles, à notre avis. Breakthrough vehicles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un véhicule qui coûte à peu près 30 000 $ avec une range, périmètre, une autonomie de 200 miles. Il y a déjà le BMW i3 qui est à peu près là, un peu moins d'autonomie, mais quand même, il y a Chevy, VW, Nissan. Et les premières trois, là, ça, c'est des marques qu'on achète, que tous les familles considèrent un VW. Ça, c'est pas quelque chose de grand luxe. C'est un véhicule pour tout le monde, by definition. Et le Tesla aussi, bien sûr, il y a le Tesla 3. Et ça va changer le jeu, vraiment, ces véhicules. Et il faut penser aussi, d'ici 2025, disons, 60% de households, de familles aux États-Unis ont 2 véhicules ou plus. Si les véhicules comme ça peuvent faire 200 miles, le prix va pas être plus que les véhicules normaux. Pourquoi est-ce que tous les véhicules secondaires vont pas être électriques? Why would you buy a non-electric second car in 10 years' time, quand les prix seront encore peut-être même 20-30% moins chers que ça?
Alors je crois que ça va être un développement très important. Ça aussi c'est important, c'est la qualité de l'air. Ça c'est Shanghai, Beijing, Hong Kong, Delhi. Vraiment, ça c'est horrible. Delhi, Singapour, Cairo, Mexico, São Paulo, Moscou, Los Angeles, Paris. Moi, je suis sur le conseil, the board, non-executive director on the board of Transport for London. Ça, c'est l'autorité de transport pour tout Londres. It's embarrassing to say, no, we still have in London an air pollution problem which we're dealing with the best we can. Et bien sûr, il y a aussi Dieselgate qui vraiment a mis comment on dit, spotlight, qui a mis cette question de qualité d'air sous le microscope, on peut dire. Nous allons voir, je crois, une révolution en ce qui concerne le transport, surtout dans les villes. Peut-être pas ça c'est Amazon Drone. Ça, on va voir peut-être dans les zones remote areas, peut-être pour livraison de médecine ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, dans les villes, à cause de qualité d'air, mais aussi qualité de vie, c'est beaucoup... les villes maintenant, il y a une grande compétition entre Vancouver et San Francisco, entre Londres et Barcelone et Berlin. Et c'est qualité de vie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels qui ne veulent pas vivre dans une ville où il faut absolument utiliser une voiture, et puis il y a tous les problèmes de pollution qui suivent. Qu'est-ce que ça veut dire pour les prix de pétrole et pour le volume de pétrole? Maintenant, bien sûr, on a les prix de $30 par baril. Ça, c'est trop bas. C'est quasiment impossible de continuer l'exploration. On aura certainement besoin de continuer d'explorer, parce que si on regarde la demande pour pétrole dans le futur, on regarde d'où est-ce que ça va venir. Il y a une partie qui vient des existing wells. Il y a une partie qui vient des régions où on sait exactement, il faut développer, mais on a déjà trouvé l'huile. Mais puis il y a 20 ou 25% en 2030-2035 qui doit venir de oil producing regions not yet found. Et ça, c'est vraiment incroyable, parce que ça, c'est en 10 ans ou 15 ans, il va falloir trouver plus. Mais en ce qui concerne la demande pour le pétrole, si on revisite les prévisions avant l'année 2000, ça c'est IEA, mais c'est tous les grands experts, BP, Exxon, ils ont tous dit la même chose. Demande à cette époque était de 80 millions de barils par jour, et ils ont tous dit ça va augmenter, dépasser 100 millions de barils par jour, continuer vers 120 ou même 130 millions de barils. Ça, c'était le consensus de tout le monde. Entre 2000 et 2007, ça a changé un peu. On va bien sûr voir cette croissance. C'est un peu comme la croissance de l'électricité en Australie. On va bien sûr avoir une croissance importante, 120 millions de barils. Ça va durer un peu plus long, mais ça arrive, c'est sûr. On peut pas perdre de l'argent en exploration pour lui. Et puis, 2010 à 2013, c'est ça. Et maintenant, ça, c'est la prévision consensus à peu près. Mais la question, pour moi, c'est si on voit vraiment une transformation de transport, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du monde comme ça?
si vraiment les villes changent direction électrique, et si la tendance pour les technologies efficacité dans les moteurs internal combustion continue comme on a vu, c'est vraiment possible qu'on voit ça. Maintenant, le consensus dans le secteur pétrole, c'est que, bon, il y a des prix qui sont très bas à cause de supply-demand imbalance, mais ils ont annulé tant de projets que dans 5 ans ou 10 ans, on va voir des prix, ils vont être $100 par baril, they'll jump back like this. Mais c'est tout à fait possible qu'on ne le voit jamais. Parce que s'il y a une destruction de demande comme ça, c'est tout à fait possible que tous ces projets qu'ils ont annulés, même ici, les oil sands, qu'on n'aura pas besoin de cette huile qui aura toujours un prix, un coût plus important de ce qu'on peut faire en Arabie Saoudite et un peu dans les pays du Golfe. Finally, Paris. This is also part of the background. The world must achieve greenhouse gas neutrality in the second half of the century. Ce qui s'est passé à Paris, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de monde qui dit bah, mais c'est pas agressif, les forecasts, les targets sont pas difficiles et c'est pas, it's not challenging and it's not binding. Et c'est vrai, ça, ce qu'on voit, c'est que pre-COP, avant Paris, business as usual, c'est en vert. Les INDC, les plans que tous les pays ont livrés, ont dû préparer pour Paris, ça fait une différence. Mais ce n'est pas assez pour achever les budgets de carbone pour 2 degrés. Mais l'important à Paris, d'abord, en ce qui concerne binding, c'est exactement comme ça je vais faire en anglais, c'est plus facile, the NATO Alliance. The NATO Alliance is binding tous les pays dans c'est pas NATO, l'ONU. l'ONU? Non. OTAN. Dans l'OTAN. C'est binding parce que si on attaque, s'il y a un pays qui est attaqué, tous les autres pays doivent faire quelque chose pour défendre ce pays. Mais ce qu'ils font est complètement pour ces autres pays de décider. So they have to defend the NATO member, but what they do and how they do it is up to them. À Paris, il faut développer des plans, les NDC. Il faut que chaque fois, les plans sont plus ambitieux que le previous plan. Mais ce qui est dans les plans, c'est pour les pays de décider. L'importance de transport, c'est que si on veut voir en je crois que c'est 2020 ou 2021, 2024, ils vont demander les prochains plans pour le successor of Paris. Pour faire quelque chose de plus, je crois que le secteur électricité ne va pas pouvoir faire beaucoup plus que les INDC qu'on a déjà vu. Parce que déjà, ça, c'est ambitieux, les 50% avant 2050, blablabla. Mais le transport, on peut vraiment voir la possibilité de quelque chose de plus agressif. This is electricity. Ça, c'est Paris. On voit, même si on fait que Paris, c'est 7 000 milliards de dollars d'investissement seulement en génération, en capacité de génération. Si on fait vraiment les 2 degrés, ça va être 12 000 milliards de dollars d'investissement d'ici 2040. C'est-à-dire que it's a pretty good industry you're in. Merci.